Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast organisé par UpCoop en partenariat avec l'association Bleu Blanc Cœur. Alors je rappelle qu'UpCoop est devenue en janvier dernier la première entreprise coopérative et participative à mission et dont l'engagement est de sensibiliser ses utilisateurs de titres à une consommation plus responsable et notamment de permettre l'accès à une alimentation durable pour tous. Le sujet de l'impact de l'alimentation sur notre environnement est au cœur de cette nouvelle série de podcasts. Alors cette série est d'ailleurs l'occasion de vous apporter des éclairages d'experts à travers des visions de consommateurs, d'agriculteurs, de producteurs ou encore d'acteurs de la restauration. Et aujourd'hui, pour ce deuxième numéro, nous aborderons la question de l'alimentation et de l'environnement avec le point de vue d'une association engagée dans le domaine de la précarité et de l'éducation culinaire, ainsi qu'un ancien chef devenu consultant culinaire. En effet, en France, un repas sur 5 est pris hors domicile. Les restaurateurs, les chefs ont donc un rôle important à jouer, aujourd'hui et demain, sur ces questions d'alimentation saine et de préservation de l'environnement. Nous recevons pour ce podcast Vincent Brassard, président fondateur de la Tablée des Chefs France. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Vous allez nous expliquer juste après quelles sont les missions de cette association, et il y en a beaucoup. Mais je me tourne tout de suite vers notre autre invité, Christophe Marotel. Bonjour Christophe. Bonjour Céline, bonjour à tous. Alors vous êtes cuisinier et consultant culinaire, c'est-à-dire que vous accompagnez les entreprises dans l'élaboration de leurs projets de cuisine et de restaurant, c'est bien cela ? Oui, tout à fait. Pour des entreprises avec des profils extrêmement variés, allant du petit réseau indépendant de 3 boulangeries pour qui je peux écrire des recettes de sandwich ou de salade, à des mastodontes multinationaux, spécialistes de la restauration des lieux de voyage, gares, aéroports, autoroutes, pour qui je vais écrire des concepts, des cartes ou des recettes. Et vous avez une autre casquette aussi, car vous êtes ambassadeur Bleu Blanc Cœur. Oui, tout à fait. C'est une des facettes de mon engagement personnel en faveur d'une transition vers une alimentation vertueuse et accessible au plus grand nombre. Nous sommes, je crois, plus de 150 ambassadeurs de tous horizons professionnels et intervenant de plein de façons différentes. Pour ma part, c'est sensibiliser à chaque occasion qui m'est présentée les professionnels de la restauration et des métiers de bouche que je croise dans le but d'aider Bleu Blanc Cœur à être plus connus et présents dans les restaurants. D'ailleurs, pour avoir été amené à faire le test de rendement sur une viande, comme sur un suprême de poulet par exemple, c'est-à-dire qu'on pèse la viande crue, puis une fois cuite, je sais qu'elle ne perd quasiment pas d'eau. Le prix de revient au réel est alors très proche d'une viande conventionnelle. Et vous avez pu constater par vous-même la qualité des produits Bleu Blanc Cœur. Tout à fait, de cette façon. Je me tourne maintenant vers vous, Vincent. Vous allez pouvoir nous présenter plus en détail votre association, la Tablée des Chefs. Alors vous, ce ne sont pas les entreprises que vous accompagnez, mais plutôt les étudiants et même les collégiens. Expliquez-nous en quoi consistent ces ateliers que vous menez dans les écoles. Oui, alors donc on est en fait nous un collectif de chefs engagés. L'association est née en 2002 à Montréal, je l'ai importée en France moi en 2013, ça fait bientôt 10 ans. Et on va effectivement vers un public de jeunes, on va dire que la cible c'est des 12-18. Donc on va parler de collégiens et on va parler de jeunes sous la protection de l'enfance. L'idée c'est d'aller plutôt vers un public défavorisé, des jeunes qui sont assez éloignés d'une alimentation durable et de qualité, et de les sensibiliser à ça au travers d'ateliers de cuisine. Vous organisez combien d'ateliers par an ? Alors cette année, on est à peu près à 500. L'objectif l'an prochain, c'était aux alentours de 700, je pense. La moitié de ces ateliers dans des collèges en REP et REP+, réseau d'éducation prioritaire, donc dans les endroits où c'est le plus difficile. Et puis l'autre moitié des ateliers dans des MECS, des maisons d'enfants à caractère social. Donc on a 2 programmes, un programme qui s'appelle les brigades culinaires, c'est le programme de 10 ateliers qu'on propose dans les collèges, et un autre programme qui s'appelle Cuisine ton navire, j'adore ce nom, c'est le programme qu'on propose dans les MECS, et en fait, voilà, la rencontre de chefs professionnels passionnés auprès de ces jeunes, parfois un petit peu déstructurés, un petit peu, voilà, qui ont pas trop confiance dans l'avenir, ça fonctionne assez bien. Ouais. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il se passe dans ces ateliers ? Quelles thématiques vous abordez ? Sur celui des collèges, où c'est vraiment, on a vraiment des thématiques ciblées, choisies, on a donc 10 ateliers, et les thématiques qu'on va aborder, c'est des thématiques qui nous sont chères. On va parler de la saisonnalité, on va parler des ressources, donc par exemple de la pêche durable, on va parler aussi peut-être d'une consommation un peu moins carnée, parce qu'il faut faire quand même un petit peu attention là pour les années qui viennent, et les siècles à venir d'ailleurs, si on veut sauver notre planète. Et puis on va parler solidarité, ils vont cuisiner un risotto qui va être distribué à l'aide alimentaire. L'idée, c'est de dire, même si vous êtes vous-même dans la précarité alimentaire et que vous subissez cette précarité, vous pouvez quand même être acteur pour le bien commun. Et puis tout ça, ça se termine à la fin par un défi final type Top Chef. Et puis il y a même une sélection aujourd'hui nationale, avec une finale nationale qui se jouera d'ailleurs le 7 juin à Paris. Vous faites aussi un atelier chocolat, il me semble. On fait aussi un atelier chocolat. L'idée du plaisir et de la cuisine, c'est intimement lié. On ne peut pas cuisiner et pas prendre de plaisir.
Ce qu'on veut, en fait, en gros, c'est, au travers de ces jeunes, c'est ramener la cuisine dans les foyers et dans les familles. Alors, vous parliez de précarité alimentaire. Vous-même, Vincent, en préparant cette émission, vous disiez que vous aviez connu la précarité alimentaire et que c'est au lycée que vous avez pu goûter pour la première fois à de nouveaux produits. Cette chance, cette opportunité que vous avez eue, c'est cela que vous souhaitez transmettre aujourd'hui ? Ouais, alors c'est ça, et effectivement, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui je suis à la place où je dois être, c'est-à-dire que mon parcours de vie a fait que, effectivement, j'ai une formation hôtelière et j'ai intégré le lycée hôtelier, et c'est au lycée hôtelier que j'ai pu avoir accès à des produits de qualité, que j'ai pu découvrir les fromages. Dans la famille, on mangeait peu de fromage, ça coûtait trop cher, et donc c'est aussi cette chance-là qu'on peut amener au travers des jeunes qu'on rencontre, parce que on fait nos ateliers avec des chefs professionnels, des chefs bénévoles, passionnés, et donc on le voit, il y a une passerelle qui est là et qui existe entre ces jeunes et après peut-être une formation hôtelière avec en plus du coup un métier qui est un peu en tension, qui cherche de la main-d'œuvre qualifiée. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Et puis vous savez de quoi vous parlez, donc il doit y avoir un lien aussi supplémentaire. En fait, j'arrive assez facilement à convaincre de la pertinence de nos ateliers et d'ailleurs c'est ce qui est aussi très, très chouette, c'est qu'on a aussi beaucoup de chefs, des chefs qui ont connu la rue, des chefs qui ont connu la prison. C'est des métiers où l'escalier social existe vraiment. Donc on a des belles histoires à raconter. Et c'est un bon moyen pour que ces jeunes puissent à terme devenir des chefs engagés pour une alimentation saine et respectueuse de l'environnement. Alors exactement. Alors en fait, les futurs chefs, on les a surtout sur un événement annuel qui s'appelle les Cuisines solidaires à la relève. C'est un événement qu'on fait au mois de mars avec les jeunes des lycées hôteliers. Cette année, on avait plus de 60 établissements, 1700 jeunes qui participaient. Et c'est vraiment notre pouponnière. C'est-à-dire que c'est vers ces jeunes-là qu'on veut aller, parce que ces jeunes-là, c'est les chefs de demain. Et nous, on n'imagine pas que les chefs de demain ne puissent pas être des chefs responsables, avec une cuisine responsable. Et la cuisine responsable, ça va au-delà de l'approvisionnement, de la saisonnalité. Ça va aussi, et c'est un peu le parent pauvre de l'engagement, souvent c'est le volet social. Et nous, on est vraiment le moteur d'application sociale des chefs. L'environnement, le social, tout ça, c'est intimement lié. Et ce qu'on veut, c'est vraiment un impact à 360. Ouais. Christophe, vous êtes tombé dans la marmite tout petit déjà, parce que la plupart des membres de votre famille travaillaient dans les métiers de bouche. Vous avez donc repris le flambeau, et cela fait près de 40 ans que vous êtes dans le milieu. Et il y a une quarantaine d'années, quand vous étiez encore en formation, ces sujets d'environnement, on n'en parlait pas encore vraiment, c'est ça ? Tout à fait. À l'époque, le seul geste qu'on nous apprenait en école hôtelière, c'était éventuellement de récupérer les parures des fruits et légumes pour les réutiliser dans une soupe. Quand vous dites les parures, c'est les épluchures, c'est ça ? Non, c'est après l'épluchure. En fait, on épluche et puis après, si on veut avoir une pomme de terre avec une jolie forme, on lui redonne un coup de couteau, mais du coup, il reste de la matière propre, tout épluché, mais qu'on n'utilise pas forcément dans le plat principal et qu'on peut utiliser derrière en purée, en soupe, etc. Et c'est quasiment le seul geste qu'on pourrait trouver aujourd'hui en éco-responsable par réflexe anti-gaspi qu'on nous enseignait à l'époque. Vous faisiez du compost quand même avec les épluchures ? Non, le compost, c'était hors de Paris, ça n'existait pas. D'ailleurs, ça existe depuis très peu de temps, le compost accessible aux Parisiens. Alors justement, comment vous avez été vous-même sensibilisé à ces questions, à l'alimentation saine et éco-responsable ? C'est vrai que moi, en tant que Parisien natif d'origine, sans aucune attache en région, j'étais plutôt étranger à la terre et j'ai découvert les différents modes de production de façon très tardive. Et tout au début de ma carrière, je ne me questionnais pas trop sur l'origine des produits, d'autant que le début de ma carrière était en gastronomie, donc j'avais entre les mains des produits d'exception, de toute façon. Mais tout a basculé pour moi en 2015, à l'occasion de la COP21, la conférence internationale pour le climat. Quelque temps auparavant, j'avais eu l'opportunité de me diriger vers le consulting culinaire, et j'ai été missionné pour être en charge sur l'événement de la création de toute l'offre alimentaire de la moitié du site des conférenciers, et tout de même 8000 personnes tous les jours durant 2 semaines. Une offre très variée avec 3 grands selfs, une crêperie 100% bio, 11 points de vente à emporter thématiques avec du burger 100% bleu blanc cœur, du fish and chips MSC, des thèmes sur l'Asie, sur la soupe, sur le Tex-Mex et cuisine du monde. Et pour réussir cela, j'avais créé une cuisine modulaire éphémère sur le parking du Bourget qui tournait H24. J'ai été accompagné pour créer ça dans le sourcing d'une partie des 15 nouveaux fournisseurs éco-responsables référencés et des 400 lignes de produits créées à cette occasion par l'association Bleu Blanc Cœur. Donc c'est la première fois que vous collaboriez avec Bleu Blanc Cœur ? Oui, tout à fait. C'est là que j'ai découvert son existence et on a cherché ensemble à répondre au cahier des charges qui nous était imposé en trouvant ces produits respectueux de l'environnement, qui correspondaient donc bien au cahier des charges qui nous était imposé. Et ça m'a permis d'écrire les 140 recettes attendues et de planifier les commandes des 70 tonnes de marchandises qui ont été livrées sur cette opération. C'est à ce moment-là que personnellement, moi, j'ai eu une prise de conscience et que j'ai fait ma transition alimentaire personnelle. Et ça a donc modifié durablement ma façon de consommer et de cuisiner.
Et donc c'est en 2015 que vous êtes devenu un chef engagé alors? Oui, tout à fait. C'est à cette époque que j'ai pris conscience et que j'ai commencé à être engagé. Après, dans mon activité de consultant, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Je travaille beaucoup avec des clients dans la restauration commerciale, qui sont des grandes enseignes, qui ont des réseaux de plusieurs dizaines de restaurants, ou de la restauration rapide, mais dont l'offre food n'est pas toujours préparée par un cuisinier de métier. On est donc loin du modèle de restaurant artisanal, mais plus sur des modèles de grandes entreprises. Et là, c'est très compliqué d'essayer d'inculquer des notions d'éco-responsabilité en cuisine. Alors comment vous faites? J'y parviens malgré tout par petites touches, en mettant en avant leur propre intérêt via les nouvelles attentes de leurs clients. J'ai ainsi réussi à faire supprimer totalement la tomate fraîche pendant 6 mois de l'année chez un de mes clients, qui est un réseau national de restauration rapide. C'est une maigre victoire, certes, mais c'en est une tout de même. La restauration plus commerciale est donc complètement hermétique à ces questions autour de l'alimentation durable? Pas totalement, heureusement. Le secteur de la restauration commerciale, en opposition au secteur de la restauration sociale, englobe également tous les petits indépendants, dont certains, notamment parmi les plus jeunes, sont très engagés, bien heureusement. Dans le secteur de l'événementiel également, qui génère de très gros volumes, certains peuvent y être sensibles aussi, parce qu'ils prennent conscience que certains marchés peuvent leur échapper s'ils n'adaptent pas leur offre. Cela peut devenir un argument commercial presque. Tout à fait. Pour certains de mes clients, je peux leur proposer d'intégrer à leur cadre de la saisonnalité, une offre végétarienne, voire végane, des sources locales, du bleu blanc cœur ou du bio. C'est différent dans la restauration d'entreprise? La prise de conscience est plus importante sous la pression des entreprises concédantes elles-mêmes. Certaines d'entre elles ont par exemple mis en place un cahier des charges très contraignant à l'aide de prestataires de services avec des audits indépendants de contrôle. Après, c'est un phénomène encore très parisien, j'allais dire, très urbain. En tout cas, réservé aux grandes entreprises d'une certaine taille, avec des moyens ou une grosse motivation. Vincent, pour rebondir sur ce que disait Christophe, vous avez constaté vous aussi une évolution de la prise de conscience des entreprises? Je suis assez étonné aussi de voir qu'aujourd'hui, au tout début de l'association, il y a 10 ans, les entreprises qui s'intéressaient à nous, c'est des entreprises, et Up en fait partie, qui sont liées au monde de l'hôtellerie, de la restauration et de l'alimentation. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin. J'ai des grands groupes comme Vinci, c'est très éloigné de l'alimentation, qui viennent vers nous, parce que le sujet de l'alimentation, déjà, c'est un sujet qui nous touche tous, on respire tous, on mange tous. Et en fait, je me suis rendu compte en avançant et en marchant qu'en fait, en mettant l'alimentation comme sujet principal d'un impact et d'un changement et d'une transition environnementale et sociale, ça marchait très bien. Avec l'alimentation, on fait plein de choses, c'est un terrain de jeu assez incroyable et les entreprises ont bien compris ça et ont bien intégré ça. Donc pour en revenir sur la restauration proposée en entreprise, je pense qu'aujourd'hui il est indispensable pour les grands groupes de proposer quelque chose de cohérent à leurs salariés, parce qu'aujourd'hui, même les jeunes qui sortent d'école, etc., ont envie de travailler dans des entreprises qui s'engagent, ont envie de travailler dans des entreprises qui sont dans le changement, mais dans le changement positif. Et donc, ça passe notamment, évidemment, par l'alimentation. Donc, on parle de la restauration sur place, concédée dans les entreprises, mais on parle aussi de l'événement. Et moi, j'ai travaillé 20 ans dans l'événementiel et j'ai vu des grands traiteurs, par exemple parisiens, remporter des marchés parce qu'ils étaient soucieux des surplus qu'il pourrait y avoir et de la redistribution de ces surplus. Ils étaient soucieux de proposer une offre de restauration cohérente par rapport à la saisonnalité, par rapport à l'approvisionnement. Donc, c'est pour moi une chose qui est en marche et qui, petit à petit, et heureusement, va essaimer. Alors, aujourd'hui, c'est plutôt parisien et plutôt francilien et plutôt sur les grandes structures. Mais je pense que demain, on parle des entreprises, ce sera évidemment aussi le cas sur les petites entreprises et les très petites entreprises. D'où la nécessité, Vincent, j'imagine, d'inculquer très tôt ces notions d'alimentation éco-responsable aux plus jeunes pour qu'à leur tour, ils deviennent des chefs engagés et que ça devienne presque un réflexe. Effectivement, quand on va auprès des jeunes en formation hôtelière, etc., c'est vraiment le message qu'on veut passer. Ils ont un rôle extrêmement important à jouer. Je leur dis souvent, voilà, vous serez la caisse de résonance des bonnes pratiques. C'est-à-dire que, en fait, je trouve ça assez décevant, déplorable même carrément, de voir que dans 80% des restaurants en France, on sert les mêmes produits. Je veux dire, les ressources, elles sont pas inépuisables. Une alimentation équilibrée, une alimentation variée, c'est de l'alimentation qui va nous permettre d'être en bonne santé. Donc si demain on veut que
que nos jeunes et que les générations futures grandissent bien et payent nos retraites. On est en train d'allonger le temps de travail, il faut que les gens soient en bonne santé, et ça passe par une alimentation riche, variée. Et donc c'est vraiment assez simple en fait finalement, hein. Bien manger, c'est juste du bon sens, c'est manger des produits de saison, c'est du coup manger des produits variés. Et donc les restaurateurs se doivent d'être en fait les ambassadeurs de cette cuisine-là. Et heureusement, et j'ai écouté ce que disait Christophe, c'est vrai que dans la nouvelle génération, on a quand même des chefs qui sont naturellement engagés. Les jeunes que vous rencontrez en atelier, vous les sentez réceptifs à ces notions d'éco-responsabilité ? Bon, les jeunes dans les collèges, oui, on arrive à leur en parler, et l'écologie, l'environnement, c'est quelque chose qui leur parle quand même. Mais où on a vraiment un écho qui est assez fort, et moi j'en suis ravi, c'est auprès des jeunes des lycées hôteliers qu'on rencontre aussi au cours de l'année. Et là, il y a une prise de conscience qui est assez intéressante. En plus, bon, on est avec eux au travers des cuisines solidaires La Relève, cet événement qu'on fait au mois de mars. Ils ont produit plus de 15 000 repas pour l'aide alimentaire. L'engagement est très fort, et puis c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Donc ils produisent beaucoup de repas, un peu en mode traiteur, mais traiteur solidaire. Donc déjà, c'est une mécanique qui n'est pas habituelle pour eux. Et on profite de cette occasion pour leur dire, voilà, demain, dans votre vie professionnelle, il va falloir vous engager, continuer de vous engager. Alors nous, c'est super chouette parce que ça permet de faire connaître la table des chefs. C'est-à-dire que demain, quand ils auront envie de s'engager, on pourra leur dire, eh oh les cocos, on est toujours là. Donc c'est très intéressant. Et puis moi, j'ai quand même des petites histoires à vous raconter. Par exemple, cette année, on était donc dans 60 collèges, partout en France, et aussi dans les DOM. Et par exemple, si je prends la Guyane et Saint-Laurent-du-Maroni, ils sont à 300 km de Cayenne, ils sont en pleine forêt amazonienne. Vous avez la moitié de ces jeunes en formation hôtelière qui arrivent au lycée le matin, le ventre vide. Hein, et c'est un des lycées sur tous les participants qui a produit le plus de repas. Ils ont cuisiné, produit 500 repas qu'ils ont distribués à l'aide alimentaire. Donc une fois de plus, c'est aussi l'idée, c'est de dire, voilà, même si nous-mêmes on souffre de précarité alimentaire, même si pour nous-mêmes c'est difficile, on est en capacité de faire quelque chose, et encore plus quand on est chef. Parce qu'un chef, il est capable avec peu de choses de faire un très bon repas et de diffuser, de transmettre du plaisir. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, hein, mais le temps de ce podcast est compté. Pour terminer, auriez-vous chacun un conseil ou une petite anecdote à nous livrer liée à votre parcours, Christophe ? Ah oui, alors difficile de donner un conseil tout fait, mais quelle que soit leur situation, leurs contraintes, leur capacité à cuisiner ou à faire cuisiner, il y va de leur intérêt à ces professionnels de la cuisine, de la restauration, de se pencher sur ce dossier au regard des attentes, certes parfois contradictoires, de leurs clients. Et parmi les gestes et solutions durables, sur lesquelles ils pourront d'ailleurs communiquer d'un point de vue marketing positivement, on peut déjà citer les plus impactants comme la décision stratégique de respecter la saisonnalité des produits végétaux et des produits de la mer. Ça, c'est quelque chose de facile à faire ? C'est ce qu'il y a de plus facile à faire si on sait cuisiner, si on sait s'adapter à ce que la saison veut bien nous donner à un moment donné, et si on a une vraie volonté stratégique de s'y tenir et de ne pas se laisser forcément embarquer par ce qu'on imagine que les clients veulent toute l'année à longueur d'année. Ils peuvent aussi limiter leur gaspillage alimentaire en réduisant des portions dans la restauration consommée sur place, quitte à resservir durable généreusement à ceux qui le demandent. Et ils peuvent aussi, par exemple, faire collecter leurs déchets organiques, on en parlait tout à l'heure, par une entreprise de recyclage spécialisée, comme Moulineau par exemple, qui en fera du compost ou de la méthanisation. Moulineau qui nous a accompagnés sur la COP21 dans ce sens. En tout cas, avec gourmandise, ce sera toujours un marché win-win avec la planète. Merci beaucoup pour ces conseils. En tout cas, ce sont les restaurateurs qui vous remercient. Vincent, une petite anecdote ? Une petite anecdote, j'ai beaucoup d'anecdotes, hein, mais moi, ces derniers temps, je parle beaucoup d'oignons, et j'ai envie de vous parler de ça parce que... Les oignons, tiens donc. Voilà, parce qu'en fait, c'est assez parlant. Pendant la crise Covid, j'avais discuté, en fait, on a notamment un collectif de producteurs de Malaterre, voilà, qui nous fournit pour certains événements des légumes, et qui m'avait dit, mais t'as pas besoin d'oignons, parce que les oignons, on sait plus quoi en faire. En fait, pendant la crise Covid, évidemment, les producteurs d'oignons étaient très embarrassés, parce qu'en fait, les oignons sont surtout utilisés aujourd'hui par les professionnels de la restauration collective et commerciale depuis 2 ou 3 générations. Finalement, on cuisine de moins en moins, et je veux dire, il faut se redonner l'envie de cuisiner. Je veux dire, il y avait vraiment des moyens, je vois, quand on va sur Internet, il y a des tutos, il y a plein de trucs, on peut vraiment cuisiner très très facilement, faire des super recettes. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment ramener la cuisine dans les familles, et je pense que si on se donnait comme objectif qui est un oignon dans chaque foyer français, on aurait gagné, parce qu'en fait, évidemment, un oignon, on va pas se lever le matin et croquer dans l'oignon. Si on a un oignon dans une cuisine, c'est qu'on cuisine. Moi, j'achète des oignons toute l'année, et je ne fais pas une recette sans mettre un petit peu d'oignon dedans. Voilà. Alors, réappropriez-vous vos cuisines, mitonnez, découpez, hachez, réduisez, émincez, faites rissoler, frire, rôtir, bref, cuisinez, et pour commencer, allez vérifier si vous avez bien un oignon dans votre cuisine. Exactement. D'ailleurs, Vincent, Christophe, est-ce qu'il y a une saisonnalité pour l'oignon ?
Il y a les oignons nouveaux, oui, qui sortent de terre en ce moment, mais ce qui est bien avec l'oignon, c'est qu'on peut en manger toute l'année, puisque l'oignon se garde. C'est un légume de garde, donc on peut le consommer toute l'année. Donc aucune excuse pour ne pas avoir un oignon dans sa cuisine. À consommer sans modération. Et donc à consommer sans modération. J'espère en tout cas que ce podcast vous aura donné envie de cuisiner, mais peut-être aussi de réfléchir chez quel restaurateur vous allez déjeuner, avec vos titres Up déjeuner ou non. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast sur l'alimentation et l'environnement, avec cette fois-ci la vision de nos producteurs et agriculteurs.